On va voir maintenant ce qui permet en fait de reconstruire le mouvement qu'il y a lieu sur une faille, qui permet donc de catégoriser les failles, faille inverse, faille normale, faille décrochement, de quantifier ce mouvement. Et pour ça, on va s'appuyer sur des marqueurs qui sont des marqueurs stratigraphiques ou des marqueurs qu'on appelle des tectoglyphes. Alors tout d'abord, les marqueurs stratigraphiques, souvent les failles s'expriment bien dans des milieux qui sont stratifiés, sédimentaires. Et grâce à ces différentes couches sédimentaires, on peut retrouver le mouvement qui a lieu sur une faille. Donc, les marqueurs stratigraphiques importants, ce sont tout d'abord les crochons de faille. Alors, un crochon, qu'est-ce que c'est? C'est une flexion des couches au voisinage proche de la faille. Ces couches sont en quelque sorte rebroussées par le mouvement sur la faille. Donc vous avez deux exemples ici à gauche qui vous illustrent cette notion de rebroussement. Je vais vous montrer également des photos qui sont parlantes. Tout d'abord le crochon dans le cas d'une faille inverse. Vous avez ici des belles strates sédimentaires qui sont rebroussées dans le bloc inférieur qui est situé sous le chevauchement qui est situé ici. Donc là, on a des très beaux crochons. Les strates inférieures sont rebroussées par le déplacement euh, de la faille. Et puis, dans le cas d'une faille normale, on a le même principe. Vous avez ici une faille qui sépare deux blocs avec des couches sédimentaires stratifiées. Le bloc de droite qui s'effondre, le bloc de gauche qui remonte. Et donc, dans le bloc de gauche, on voit cette inflexion au contact, au voisinage proche de la faille. C'est le crochon qui va dans le sens de la faille. Donc les crochons, ce sont une première famille de marqueurs stratigraphiques. Une autre manière de voir le déplacement sur les failles, notamment dans le cadre de forage, ce sont les répétitions ou les manques stratigraphiques. Il faut savoir que très souvent, on n'a pas accès à des affleurements naturels ou à des coupes naturelles ou à des observations à la surface. Et donc, la géologie est comprise uniquement via des données en profondeur et notamment des données de forage. C'est le cas notamment lorsque vous allez travailler dans les milieux océaniques. Beaucoup d'entre vous seront amenés à gérer, exploiter, prospecter des ressources en domaine océanique. Et dans ce cas-là, très souvent, une des données principales qu'on a, ce sont des données de puits, des données de forage. Et la répétition, le manque stratigraphique est une manière d'identifier la présence, le déplacement sur une faille. Par exemple, ici, on a une série sédimentaire toute simple, constituée de trois couches, 1, 2, 3, avec un bloc à gauche supérieur qui remonte par rapport au bloc de droite inférieur. On a donc une faille inverse. Et si on imagine un forage au travers de cette faille, eh bien on va avoir répétition de la série, et notamment répétition des couches 2 et 3, alors que normalement on devrait avoir 3 sur 2 qui repose également sur 1. Or là, on a 3, 2, 3, 2, 1. Donc on a une répétition de la série, ce qui suggère une faille qui a fait un déplacement, qui a permis à un bloc de chevaucher l'autre et donc à une série de se répéter. Dans le cas d'une faille normale, cette fois va plutôt avoir un manque euh, avec des unités qui vont manquer au niveau de la faille. Ici à gauche, vous avez un bloc avec trois différents types de couches qui remontent par rapport à un bloc de droite avec 5 forages. Pardon. Donc dans la plupart des forages A, B, D et E, on a la série stratigraphique normale. Par contre, au niveau du forage qui se trouve au niveau du plan de faille, eh bien, on a perdu la couche du milieu qui est noir sombre. Alors, très souvent, les forages sont plus compliqués qu'un simple forage vertical. On peut faire des forages obliques. Et dans ce cas-là, la notion de répétition de Mock est un peu plus compliquée à analyser, mais le principe reste le même. On a des anomalies dans l'ordre des séries qui permettent d'identifier des déplacements sur les failles. Alors l'autre grande famille de marqueurs qui permettent d'identifier le déplacement sur les failles, ce sont les tectoglyphes. Alors tectoglyphes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les structures ayant pour origine le glissement entre deux blocs dans une faille et qui permettent de discuter de son mouvement. Tectoglyphe, structure ayant pour origine le glissement entre deux blocs dans une faille et permettant de discuter de son mouvement. Alors, il y a différents types de tectoglyphes qui sont illustrés par le schéma que vous avez ici à gauche. On va les prendre un par un. Alors, plutôt deux familles.
Tout d'abord, ce qu'on appelle les stries, les cannelures et les rainures, eh bien, ce sont des marques laissées par le frottement d'un bloc sur l'autre. Lorsque on voit des espèces de griffures, eh bien, c'est ce qu'on appelle des stries. Lorsque vous avez des petites rigoles, c'est ce qu'on appelle des rainures. Lorsque vous avez plutôt une forme de ton longulé, c'est plutôt ce qu'on appelle des cannelures. Donc sur la photo que vous avez ici à gauche, qui est un miroir de faille observé dans l'arrière-pays niçois, on voit des stries qui sont soulignés en rouge ici, et on voit des espèces d'ondulations dans le miroir de faille qui correspondent soit à des rainures, soit à des cannelures. Un autre exemple ici, toujours dans l'arrière-pays niçois, où on voit également les belles griffures là qui sont des stries, et on voit que le miroir de faille, en fait, si on regarde à la base, il ondule, ça correspond à des cannelures et des rainures. Tout ça étant lié au frottement de différentes aspérités, différents blocs d'une éponge de faille sur l'autre. Alors, dans le cas des stries, des rainures et des cannelures, ça nous donne une indication sur la direction du mouvement, mais attention, pas sur son sens. Pour son sens, il est intéressé à une deuxième famille de tectoglyphes qui s'appelle les cristallisations sous abri. Le principe est expliqué par ce schéma. Vous avez deux blocs, un toit en vert et un mur en orange. Le toit remonte par rapport au mur en faveur d'une faille inverse. Et vous avez une aspérité au niveau de la faille. Aspérité qui, vu le mouvement sur du bloc vert par rapport au bloc orange, pardon, aspérité qui va devenir un vide, vide dans lequel les fluides peuvent circuler, fluides qui sont chargés en minéraux, en éléments, pardon, et qui vont donc, éléments qui vont se redéposer sous forme de certains cristaux. Le plus communément, c'est la calcite ou le quartz. Et ces cristaux vont cristalliser sous forme de marches d'escalier qu'on appelle des cristallisations sous abri. Alors des photos illustrant ces notions de cristallisation sous abri. Et bien sur cette photo-là, on voit les stries et puis on voit les petites marches d'escalier à différents endroits qui correspondent à des cristallisations sous abri qui correspondent à des vides qui sont des aspérités qui sont comblées par des cristaux qui se forment suite à la circulation de fluide. Un autre exemple de cristallisation sous abri, avec ici des belles marches que je souligne là, de cristaux, et les stries qu'on a à cet endroit-là. Donc les stries nous indiquent la direction du mouvement, et les marches nous indiquent que le bloc où on est, c'est-à-dire celui qui a disparu par rapport à la photo, est descendu par rapport à la photo.